La première des choses, je dois remercier le casque et le directeur d'avoir accepté d'abriter une manifestation scientifique aussi pareille et contre spécialistes, parce que vraiment, j'appréhende quand il y a beaucoup de monde. Quand il y a beaucoup de monde. Et donc là, peut-être qu'on est entre spécialistes. Donc le professeur Mouliane et Madame Fahaz, quand ils m'ont contacté, j'ai bien réfléchi. Pourquoi? Parce qu'on a programmé, avec Madame Clé, parce que je dis, mon laboratoire embête beaucoup le casque, notamment c'était pour l'ouvrage collectif qu'on a difficilement terminé. Et c'est grâce à la patience de votre personnel et à leurs compétences. Et à leurs compétences qu'on a pu réussir cet ouvrage collectif, parce que vraiment on en avait, et puis on a beaucoup. Je tenais à remercier le professeur Meliani, même en retraite, on l'a presque, je ne dirais pas récupéré, mais il a cette patience d'aider la science et non pas M. Choua. Donc on m'a sollicité, puis je me suis dit de quoi on doit parler. Souvent, on a des fausses idées ou des préjugés quand on parle des TIC en Algérie. Pourquoi? Parce que cette révolution des technologies de l'information et de la communication a bouleversé le monde en si peu de temps. Vous avez vu, la révolution industrielle a pris beaucoup de temps pour s'installer. Mais cette révolution des télécommunications n'a pas pris autant de temps. Et elle a offert des instruments promoteurs à l'ensemble des pays sans discrimination. Je n'ai pas dit ça, c'est réservé pour les pays développés et ça, c'est réservé pour les pays sous-développés. Non, pas du tout. C'est à la différence des autres technologies. Et ils ont vu dans cette révolution des technologies une richesse. Enfin, dans le langage des économistes, ça part dans le produit intérieur brut. Donc elle est maintenant beaucoup plus considérée comme un indicateur macroéconomique. Vous m'excusez parce que j'ai la gestuelle, je parle beaucoup avec mes mains. Donc, c'est une richesse. Et certains pays ont fait de cet apport technologique, de cette révolution, un élément de richesse. Vous me dites les pays du Maghreb, donc j'ai travaillé sur l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Nous avons élagué un peu la Libye, parce que la Libye passait par une effervescence politique, on n'avait pas de données réelles, mis à part les données des institutions internationales, mais il fallait toujours les comparer avec la réalité. Comme vous êtes un centre de recherche, on n'avait pas le droit ni au mensonge, ni au plagiat. Pourquoi? Parce que nous avons en face de nous des sociologues qui peuvent dire le contraire et témoigner que notre étude est à côté. Donc on s'est contenté et j'ai réuni dans un premier temps, puis par la suite j'ai fait appel au professeur Reguic parce qu'il est mieux outillé que moi en matière de communication parce que c'est un spécialiste du marketing et il a beaucoup plus de publications que moi sur le sujet. On a travaillé. La question qui s'est posée, est-ce que ces technologies de l'information, c'est récent en Algérie? Non, quand j'ai remonté l'histoire, ça a commencé en 1963, en mai 63. En mai 63, la première étape dans le domaine des technologies d'information et de la communication a été l'adhésion de l'Algérie à l'Union internationale des télécommunications en mai 1963. En 1964, l'Algérie a créé l'École nationale des télécommunications à Alger. Donc ce n'est pas récent. Donc on était conscient juste après l'indépendance. Je passe sur certaines choses, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais le temps qui m'est imparti, un quart d'heure, je ne peux pas tout avancer, mais en tous les cas, à travers vos questions, peut-être que je serai utile.
Et je viens tout de suite. À l'an 2000, l'Algérie a développé, durant les années 2000, un plan multisectoriel Algérie en 2013 afin de conduire l'Algérie vers la société de l'information et de l'économie numérique. Donc, numérique, c'est pas aussi récent. Ne croyez pas que l'approche du président de la République, quand il parle de numérisation, etc., c'est récent. Non, non, non. Tout ça, c'était inscrit bien avant. Donc, si vous voyez l'histoire du numérique en Algérie, c'est pas récent. Maintenant, bien sûr, il y a des hauts et des bas afin de conduire l'Algérie vers la société de l'information et de l'économie numérique, mais à cause des retards cumulés pour sa concrétisation, le ministère des Postes et des Technologies de l'Information et de la Communication a changé l'appellation en se contentant d'appeler le projet E-Algérie, sans échéance retenue. Donc c'est une navigation à vue. On ne sait pas qu'en est-il et qu'est-ce qu'on voulait faire. La stratégie n'était pas claire, du tout claire. Alors, bien sûr, la première répercussion, on l'a vu sur la téléphonie. Tous les Algériens, enfin, il y avait un affolement. Au départ, tous les Algériens voulaient avoir un téléphone mobile. Et je me rappelle, j'étais avec le professeur Biliani à l'académie universitaire, et quand on a donné les téléphones mobiles au recteur, c'était mieux qu'une carte de sécurité militaire. Si vous voulez passer dans les barrages, vous montrez uniquement votre téléphone mobile. Et on faisait le déplacement avec le ministre de l'enseignement supérieur avec nos téléphones mobiles. C'était un statut social, attention. Et puis, tout de suite, donc en 2017, le téléphone fixe, on avait 4 51 360, donc 8%. Mais on avait en face, en téléphone mobile, la même année, 45 millions de téléphones mobiles. 45 845 665. Donc 92% de la téléphonie était sur les téléphones mobiles. Donc c'est pas récent. En 2018, le téléphone fixe a augmenté à peu près de 1-2%, donc c'était 4 364. Mais le mobile, 47 154. Vous me dites, et la population algérienne n'a pas encore atteint les 47. Ah ben, chaque Algérien, comme chez nous ici, qui sont présents, nous avons 2 puces. Mais il est compté comme 2 téléphones. Chaque puce est comptabilisée en tant que téléphone. En 2019, la téléphonie mobile, 4 461, et la téléphonie, plutôt la téléphonie fixe 4 millions, donc c'est 8,44, et la téléphonie mobile 91,56, qui occupait quand même l'espace. Voilà un peu sur l'Algérie. Maintenant, je vous parle rapidement de la Tunisie. À la différence de l'Algérie, la Tunisie a commencé bien après nous. Mais en matière de stratégie, ils avaient une stratégie, et selon l'Institut national de la statistique, le secteur de la téléphonie, enfin des télécommunications en Tunisie, je vous ai dit c'est une richesse, c'est 7,1% dans le produit intérieur brut. Vous me dites, est-ce que 7,1 c'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. Parce que chez nous, l'agriculture, c'est entre 14 et 16% dans le PIB. Donc la moitié de ce que nous réalisons en tant que PIB, en Tunisie, c'est les télécommunications. Et ça, c'était les statistiques. Ils avaient une stratégie dans le cadre de l'initiative Smart Tunisia. Tunisie a connu de grands développements dans le domaine des technologies et de l'information et de la communication. La Tunisie possède aujourd'hui 3 technoparcs orientés sur les TIC. Le plus important, c'est Technoparc Al-Ghazala, ainsi que 18 cyberparcs entièrement dédiés à la formation. Vous me dites, à quoi ça va nous servir? Ben, mon nom, c'est Diabdallah. C'est Diabdallah encore. S'il n'y avait pas encore
j'allais dire, une approche politique de Sidi Abdallah, ils allaient la transformer en logements sociaux. Et Sidi Abdallah, quand on s'est déplacé, moi je me rappelle avec le ministre, c'était uniquement, c'était une cyber-future ville. Et par la suite, là, on a construit des logements, enfin vous avez vu, à droite, à gauche, sauf que, bien sûr, les rues sont assez spacieuses. Donc, je dirais Cyberpark entièrement dédié à la formation et à la recherche scientifique. À la différence de l'Algérie, les télécommunications en Tunisie, c'est mixte, c'est public-privé, mais c'est le privé qui conduit tout. Nous, c'est le monopole du public. Je dis bien le monopole. Vous avez vu, quand quelqu'un, enfin quand une entreprise veut vendre, eh ben c'est toujours Mobilis qui rachète par les professeurs de droit sont là, ils connaissent mieux que moi, professeur Moura, professeur Ahmadi, Ahmed, etc. Ils connaissent Haq Shba, et puis c'est eux qui prennent tout ça. Et la Tunisie nous a devancé, pourquoi? Parce que il y a un secteur privé qui est mêlé à cela. Alors, ils ont plus de 250 entreprises, dont 10 filiales, des grands groupes mondiaux, Microsoft, Ericsson, Alcatel, Lucent, de même que les succès, Story, enfin tunisienne, Clénet, sont hébergés dans les différents espaces de space tunisiens, Technopat, El Ghazala. La Tunisie a également mis en œuvre une série de mesures visant à moderniser le cadre juridique et réglementaire des télécommunications, notamment à ETEC en 2019. Je discutais avec le professeur Dahmali il y a quelques temps, et on parlait du code de commerce. Ils n'ont même pas encore abrogé les sociétés sociales, les entreprises socialistes. Vous avez, quand il y a un contentieux, etc., il passe encore d'entreprises sociales, que ces entreprises socialistes n'existent plus. Mais eux, si vous voulez, le cadre juridique s'adapte au fur et à mesure. Et nous, on laisse bien sûr un peu traîner. Alors, mon esprit critique, hein, c'est critique constructive. Hein, ne croyez pas que je suis en train de faire le procès de l'Algérie ici, d'autant plus qu'on est dans un centre de recherche qui appartient à l'État. Et on ne veut pas que demain le directeur reçoive des mises en point. Donc, je suis passé par là. Maintenant, le Maroc. De nombreuses initiatives ont été mises en place durant cette dernière décennie pour faire du Maroc un pays attractif et performant en termes d'infrastructures, d'attraction. Alors, ça, c'est pas d'où j'ai piqué ça, parce qu'il a parlé de zéro plagiat. Alors, tout ça, je l'ai pris des institutions internationales. Hein, l'Algérie, je pouvais me permettre, mais pour le Maroc et la Tunisie, il fallait prendre des gants et puis c'était pas évident. Donc vous avez Maroc numérique en 2013, lancé en octobre 2009. Regardez, bien après nous. La stratégie Maroc numérique pilotée par le Conseil national des technologies d'information, selon le gouvernement marocain, cette stratégie est dotée d'un budget. À l'époque, ils ont donné 5,2 milliards de dirhams pour la développer. Et c'est pour ça qu'ils sont, bien sûr, ils ont fixé des priorités stratégiques. Je vous épargne de tout ça. Le Maroc, la même chose comme la Tunisie. C'est le fruit d'un partenariat public-privé géré par Marocain Information Technopark Company, une société par action de 46 millions de dirhams à capitaux mixtes, donc privé-public, dont les actionnaires fondateurs sont l'État marocain, 35%, Attijari Wafa, 17%, la Banque Centrale Populaire, 17%, la Caisse de dépôt, 17%, la BNCE Banque, 12%, etc. Donc vous avez un conseil d'administration où vous avez l'État qui ne contrôle que 35% des parts. Donc la décision en matière de stratégie, etc., puisque le conseil d'administration, il est là pour en décider. Donc je passe sur certains indicateurs. Alors, l'évolution de tout ce qui est la deuxième génération des 3 pays du Maghreb, l'Algérie, elle est classée, ça c'est les statistiques de 2000,
enfin 2017 on était classé 110e, 2018 113e, les autres pays avancent, nous en 2019 121. En 2017, pour le Maroc 76, 74, 75, dans les années 66, 70, on est par rapport au Maroc et à la Tunisie, bien après, en matière de télécommunications. Maintenant, le classement des TIC des 3 pays du Maghreb, l'Algérie, elle est 76e sur 140e pays en 2019, le Maroc 97, la Tunisie. Donc on a fait un peu l'effort de surpasser, quitte à, en 2017, on était bien après le Maroc et la Tunisie, puisque le Maroc c'était classé 82 et la Tunisie 85. Je sais que le professeur Miliani est en train de me regarder. Je vais passer sur ça. Alors, bien sûr, le e-commerce, je n'ai pas à vous dire quoi que ce soit. De visu, vous voyez que l'Algérie est 80e en 2020, 95e le Maroc et la Tunisie. Mais en 2018, on était bien après ça. Alors, l'Algérie, je passe. Qu'est-ce que j'avais encore à dire? Alors, ici. Sur l'administration électronique, j'ai des statistiques, enfin pour ceux qui sont intéressés et qui s'intéressent au sujet. Donc vous pouvez prendre contact directement avec le CRASC. Et puis je suis là pour... Maintenant, pour ma petite conclusion, l'Algérie se trouve à la 3e place maghrébine. Ceci peut s'expliquer par l'étendue de sa surface géographique. Je ne sais pas ce que c'est une raison. Par dispersion de sa nation, dont plus de 90% domiciliés au nord, par le nombre de ses établissements universitaires et ses centres de recherche qui dépassent les 170, par le gigantisme des entreprises telles que la Sonatrach Air Algérie, la CNA, la SAA, la CAR, donc qui sont vraiment sans technologie moderne. Hein, parce que vous avez vu comme moi, des fois, on parle pour prendre un billet d'avion, que l'ordinateur est bloqué. Je ne sais pas comment on peut bloquer un ordinateur. Honnêtement. Ou là, le site qui m'a gagné, le système Habs. Je vous remercie pour ça. Et voilà. Voilà donc, avant toute chose, je voudrais vous présenter précisément donc, à monsieur le directeur du CRASC et à tout le personnel du CRASC tous mes remerciements pour d'abord l'invitation à venir aujourd'hui présenter et participer donc à cette journée, demi-journée donc dédiée à l'intelligence artificielle et qui vient sanctionner un travail qui a déjà été fait avec le CRASC et qui a permis donc de produire un ouvrage en la matière, c'est-à-dire un ouvrage dédié à l'intelligence artificielle. J'avais un peu hésité à choisir un thème en l'occasion, et puis j'ai finalement décidé de vous faire une petite présentation sur l'intelligence artificielle en entreprise, parce que c'est ce qui nous intéresse en premier chef, nous, managers, économistes, etc. Mais également d'essayer de brosser un tableau sur les différents outils utilisés aujourd'hui en intelligence artificielle en entreprise, dédiés en entreprise, mais également de parler des enjeux et des contraintes, qui sont quand même très nombreux. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, en somme, il faut d'abord commencer à essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit, et donc de la définir. Les définitions sont nombreuses, parmi celles qui approchent un peu,
qui attire un peu notre attention, celle qui dit en substance que c'est la science qui consiste à faire aux machines des choses qui exigeraient d'avoir recours à l'intelligence si elles étaient faites par des hommes. C'est un peu compliqué, mais en substance, il faut peut-être souligner un peu les mots-clés. Intelligence, bien sûr, machine, homme. Donc c'est ce triptyque-là qui donne naissance, qui a donné naissance à l'intelligence artificielle. Donc sans homme, sans effort humain, il n'y aurait pas pu avoir de machine, il n'y aurait pas pu avoir d'intelligence artificielle. Et donc c'est un peu dans ce cadre, ce petit triptyque-là, que l'évolution de l'intelligence artificielle a pris naissance. Et à partir de là, on est un peu tenté de nous poser une question fatidique sur un peu quand est-ce que tout ça a commencé, c'est-à-dire de faire un peu d'histoire pour essayer en tout cas de situer l'émergence de ce phénomène, de cet outil qui est l'intelligence artificielle. Et contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, j'en fais partie, jusqu'au jour où je me suis intéressé à la question, l'intelligence artificielle a été inventée en fait en 1956. Pourquoi en 1956? Parce que ça a coïncidé avec un événement en tout cas scientifique qui a été abrité donc à Dartmouth, à Hanovre, c'est-à-dire dans le New Hampshire. Et depuis lors, l'intelligence artificielle et la gestion des données ne se sont plus séparées. Pourquoi? Sans recherche sur l'analyse des données, on n'aurait pas pu assister à l'émergence ou à l'apparition de l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, l'apparition de l'intelligence artificielle a commencé le jour où on a commencé à nous intéresser à la gestion des données, surtout ce qu'on appelle les big data, c'est-à-dire les données, une quantité très volumineuse. Et à un moment donné, lors de ce parallèle que nous avons pu identifier entre gestion donc, de données et des bases de données et apparition donc, d'intelligence artificielle, on a pu constater que sans intelligence artificielle, personne ne peut suivre, ne peut gérer cette quantité faramineuse donc, de données. Et je vais vous donner une idée, un ordre de grandeur pour que vous puissiez apprécier à sa juste valeur l'importance donc, de l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, c'était un outil dédié à la gestion des données, beaucoup plus qu'autre chose au départ. Mais c'est la rapidité avec laquelle l'intelligence artificielle s'est développée, qu'elle s'est un peu détachée de la gestion des données et qu'elle s'est érigée en science à part entière et en domaine de connaissances à part entière. Alors aujourd'hui, les systèmes d'entreprise qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, tout à l'heure, le professeur Miliani avait lâché un peu le mot, innovation. En fait, on s'intéresse à l'intelligence artificielle dans le cadre de notre laboratoire par rapport à deux éléments fondamentaux, par rapport à deux axes fondamentaux. Parce que, en fait, dans l'entreprise, et l'entreprise, ensemble, c'est quoi? C'est une organisation. Et donc, il y a deux phénomènes qui vont faire appel à l'intelligence artificielle et qui vont, par la suite, produire des effets qui nous intéressent en tant que chercheurs pour voir un peu quel lien, quelle lecture pouvons-nous faire à partir du couplage intelligence artificielle management, le couplage intelligence artificielle organisation, et par rapport à cela, donc il y a deux phénomènes que j'ai dit. D'abord, le phénomène de l'innovation organisationnelle. L'entreprise est d'abord une organisation. Donc il faut s'intéresser à l'intelligence artificielle comme étant un vecteur ou un levier d'innovation dans l'organisation, mais également les impacts en termes de changement organisationnel. Quelles conséquences allons-nous assister lorsque, dans une entreprise qui est une organisation, on va faire appel d'une manière plus ou moins massive à l'intelligence artificielle? Est-ce que ceci va-t-il un peu révolutionner notre façon de faire et de gérer, de manager les hommes, la ressource humaine, mais également les autres ressources?
est-ce que ça va dans un sens où ceci pourrait à un moment donné être considéré comme étant une piste d'amélioration? Est-ce que ça va augmenter la performance de l'entreprise? Donc toutes ces questions restent posées et nous intéressent. Donc à partir de là, comme je l'ai dit, c'est par rapport à l'apparition ou l'intérêt porté sur l'analyse, sur la gestion des données, des bases de données, des big data, hein, que l'intelligence artificielle a été en quelque sorte un peu... on commençait à s'intéresser à l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que quand je dis par exemple l'unité de mesure, vous prenez par exemple un gigaoctet qui est 1 milliard d'octets, c'est-à-dire un nombre incalculable, un nombre énorme de données qui constitue une base de données. On ne peut en fait trouver les liens entre toutes ces données que en faisant appel à une forme évoluée d'intelligence, c'est-à-dire intelligence type artificielle. Sachant pardon que aujourd'hui on passe de gigaoctet à carrément à téraoctet, c'est-à-dire c'est 1 million de millions d'octets. Alors on ne peut pas gérer des bases de données, on ne peut pas extraire les données dont on a besoin si on ne s'appuie pas sur une intelligence qui dépasserait un peu nos capacités intelligentes, nous, les humains. Et aujourd'hui, il y a un terme que nous utilisons surtout en management, c'est de dire qu'il faut aller à trouver cette pépite dans cette montagne d'informations, de données, et ce n'est pas évident d'aller directement à l'information, à la donnée qui nous intéresse. Donc ça, c'est important donc, de le souligner en tant que éléments pris en charge par l'intelligence artificielle. Alors des typologies en fait, quand on parle d'intelligence artificielle appliquée à l'entreprise, il faudrait savoir que en tant que technologie, l'intelligence artificielle se décline selon un certain nombre donc, de modèles ou d'outils si vous voulez. On a ce qu'on appelle le AI, c'est-à-dire l'Artificial Narrow Intelligence. On a ensuite ce qu'on appelle le AGI, Artificial General Intelligence. Et en fait, on a enfin ce qu'on appelle le ASI, c'est-à-dire Artificial Super Intelligence. Alors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est dans la première configuration. Malgré toutes les évolutions que connaît et tous les développements que connaît aujourd'hui l'intelligence artificielle, on est encore dans ce qu'on appelle le narrow, c'est-à-dire l'étroit. C'est-à-dire c'est une intelligence qui reste encore étroite. Alors imaginez un peu lorsqu'on passe au général, ou au plus vaste, le white, ou là carrément donc à l'artificial super intelligence. C'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'il va falloir qu'on commence à vraiment et à sérieusement avoir peur. Alors, les intérêts à ce moment-là de l'intelligence artificielle pour une entreprise, moi je ne m'intéresse pas à ce que cette entreprise se trouve en Algérie ou ailleurs, je parle de l'entreprise économique d'une manière générale. Alors les questions donc de l'intérêt de l'intelligence artificielle appliquée à l'entreprise, elles sont en fait nombreuses et elles ont commencé donc à émerger il y a quelques années, quelques même dizaines d'années. D'abord dans le secteur de la distribution, de la grande distribution, avec au départ des algorithmes peu élaborés, mais quand même performants, qui permettaient en tout cas de mettre à la disposition donc, des managers logistiques un certain nombre d'outils, tels que par exemple les EDI, c'est-à-dire l'échange de données informatisées, mais également donc d'utiliser donc des techniques beaucoup plus, je dirais, qui reposent beaucoup plus sur des applications, des technologies type application pour pouvoir, bien sûr, garantir une distribution ou une gestion logistique adéquate pour les entreprises. Alors, les intérêts pour l'entreprise, en fait, sont nombreux. D'abord, le premier intérêt, c'est d'abord la résilience à l'échelle de l'entreprise. C'est inévitable. On ne peut pas nier le fait qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle permet d'automatiser des processus complexes. C'est-à-dire qu'il y a des processus très complexes dans l'entreprise, mais grâce à l'intelligence artificielle,
On peut aujourd'hui imaginer un gain de temps, un gain d'effort, mais également un gain de sous, parce que ça permet en tout cas de faire vite et de prendre les décisions rapidement et d'une manière plus ou moins, je dirais, pertinente, efficace et efficiente. Je vous donne un petit exemple, comme ça vous pourrez peut-être un peu suivre avec moi. Prenons par exemple le cas de la comptabilité. Dans l'exercice de la fonction comptable, c'est un exercice qui se fait énormément sur la base, ou là-dessus, on appelle les documents comptables. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, il y a moyen grâce à cette intelligence par le biais d'un certain nombre de technologies et d'applications et d'algorithmes, de pouvoir, c'est-à-dire la machine, elle peut identifier le type de document, est-ce qu'il s'agit d'un bon de commande, d'une facture, etc., de scanner et par la suite de faire la comptabilité, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle le traitement de l'information comptable. Et ça permet quand même de soulager un peu la charge de travail des agents comptables internes au niveau des entreprises, qui, eux, ils pourront peut-être par la suite, ou ils pourraient, pour parler peut-être conditionnel, s'intéresser beaucoup plus à des tâches comptables, mais qui nécessitent peut-être beaucoup plus du contact humain, etc. Par exemple, la relance, etc. Même ça. Il parle de la disparition du comptable. Voilà. Même pour ça, c'est-à-dire aujourd'hui, vous prenez par exemple, pourquoi on a dit intelligence artificielle? C'est-à-dire aujourd'hui, ce type de technologie, ce type d'algorithme, il peut aller au-delà de l'interprétation de l'information comptable, il peut même engager créer, je dirais, donc des contacts directs avec les clients ou les fournisseurs, soit pour accélérer les paiements, et ainsi de suite. Donc il va prendre des décisions à la place du comptable. Et c'est à ce moment-là qu'il faudrait à un moment donné savoir, passez-moi l'expression, mettre un peu d'eau dans son vin pour savoir si cette intelligence artificielle, il faudrait la prendre un peu comme ça, en lot, ou là être un peu sélectif dans le choix donc, des technologies ou là, des algorithmes à utiliser au niveau d'une entreprise. Deuxième intérêt, meilleur service client, c'est clair. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de faire un gain de temps et de répondre rapidement donc, à des questions qui intéressent en premier chef les clients. Je vous donne un exemple encore une fois en matière de gestion des réclamations. La gestion des réclamations, une des bases, une des règles d'or de la gestion des réclamations, on dit une réclamation bien gérée, c'est une réclamation vite gérée, c'est-à-dire la question du temps. Grâce à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a également donc, des applications qui permettent donc, de répondre rapidement donc, aux réclamations des clients, même d'offrir des moyens de réparation si le tort est identifié donc, comme étant celui de l'entreprise. Donc ça également c'est un élément important. Et bien sûr, enfin, troisième élément important, c'est la prise de décision qui est beaucoup plus avisée. Et là, je resterai peut-être un peu plus sur ce volet-là parce que vous savez tous que quand on parle de prise de décision dans l'entreprise, en fait, dans l'entreprise, on fait beaucoup plus d'arbitrage que de prise de décision. Pourquoi? Parce que si on se met dans le langage de la prise de décision, et ça voudrait dire tout simplement qu'on cherche l'optimum, on cherche la décision qui va régler le problème. Or, lorsque l'homme, le manager, prend des décisions, généralement, il prend des arbitrages, et il prend la décision qu'il peut réaliser pour donner l'impression aux actionnaires qu'il fait l'effort de réaliser donc, des objectifs, etc. C'est un peu ce que Albert Simon appelle dans sa théorie, et qui lui a valu donc le prix Nobel, la rationalité limitée. L'intelligence artificielle, elle propose la rationalité illimitée. Est-ce que ça va intéresser les managers? Je ne sais pas. Je ne sais pas, aujourd'hui en tout cas, je ne peux pas vous donner une réponse par rapport à ça. Produits et services pertinents. Donc, encore une fois, pourquoi? Parce que on est à ce moment-là dans ce qu'on appelle le marketing one-to-one, c'est-à-dire on est dans le sur-mesure. Donc forcément, quand je vous propose un produit à X ou à Y, ça veut dire que mon produit, mon service tel que je le propose, répond en tout cas énormément donc, aux attentes et aux besoins donc, de X et Y, plutôt que de produire un produit standard
pour l'ensemble de la population, c'est-à-dire ce qu'on appelle la production de masse et le marketing de masse. Collaborateurs engagés également, c'est-à-dire énormément, parce qu'aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, il y a également énormément d'outils qui permettent également de suivre en matière de burn-out, en matière donc de santé mentale, telle qu'elle est vécue par les personnels des entreprises. On a en tout cas des logiciels qui, rien qu'en suivant, c'est-à-dire il y a également des logiciels, il y a des algorithmes qui permettent de lire un peu la fatigue sur le visage donc, des personnels, et à ce moment-là, elle peut vous dire, écoutez, il faut donner à X un congé de week-end ou de Sharafat de 2 jours parce qu'on commence à le perdre. Donc ça, c'est également pour dire qu'on peut également parler d'intelligence artificielle dans le cadre de la gestion des ressources humaines. Maintenant, les technologies utilisées par l'intelligence artificielle, quelles sont ces technologies? Je fais un peu vite. Alors, on a en fait, au jour d'aujourd'hui, 4 technologies majeures. Nous avons ce qu'on appelle les machine learning, on appelle les machines apprenantes. On a les natural learning processing, c'est-à-dire les processus d'apprentissage naturel. On a ce qu'on appelle le computer vision, c'est-à-dire la vision par ordinateur. Et on a les robotics, la robotique d'une manière générale. Alors le gros, encore une fois, tout à l'heure j'ai dit qu'on était dans les premières générations d'intelligence artificielle, et dans cette première génération d'intelligence artificielle, on est beaucoup plus dans le machine learning que dans les 3 autres typologies donc d'outils utilisés dans le cadre de l'intelligence artificielle. Alors si vous prenez par exemple le machine learning, alors machine learning et tous ces composants, c'est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle, d'accord? Et le machine learning, d'accord, ce sont des algorithmes qui sont appliqués à différents types et méthodes d'apprentissage, de techniques d'analyse, etc. Par exemple, j'ai donné l'exemple tout à l'heure de la comptabilité. On peut également l'extrapoler et parler également de la même chose pour d'autres fonctions. C'est-à-dire, on apprend. Au départ, c'est quoi? L'intelligence, elle va apprendre à lire un document. Ensuite, en lisant le document, elle va pouvoir proposer des solutions pour faire vite, pour aller vite et surtout pour être beaucoup plus pertinent dans les résultats que l'entreprise voudrait atteindre. On a encore en deuxième lieu, si vous prenez les Natural Learning Processing, alors ce qu'on appelle NLP, permettent aux machines de reconnaître et de comprendre le langage écrit, les commandes vocales, etc. C'est-à-dire, ce sont un peu les algorithmes qui peuvent aujourd'hui permettre, par exemple, si vous pouvez aujourd'hui, il y a des applications qui existent déjà. Vous écrivez au stylo, d'accord, vous téléchargez l'application, ça vous permet donc d'obtenir un document saisi. Voilà. Là où c'est pas lisible, vous allez voir que c'est pas, on vous propose rien. Donc là, on permet donc à l'intelligence de se développer, de s'améliorer en faisant les choses, c'est-à-dire en apprenant, learning by doing, c'est-à-dire on apprend en faisant les choses. Pour ce qui est je vais faire vite parce que je voudrais aller directement, computer vision, ça c'est très utilisé. Donc la vision ordinateur, appelée également vision artificielle ou vision digitale, c'est la méthode par laquelle les ordinateurs comprennent et voient les images, les vidéos digitales par opposition à la simple reconnaissance ou à la catégorisation de celle-ci. C'est-à-dire là, il y a un apprentissage quand même qui a été fait. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle, grâce à le computer vision, elle peut vous dire exactement de quoi il s'agit. On a parlé tout à l'heure de ChatGPT, c'est un peu dans cette logique-là, c'est-à-dire que elle a constitué, donc on a constitué dans le ChatGPT suffisamment donc, de bases de données qui pourraient, à partir d'une image, d'un nom, d'une signature, d'un petit proverbe, et à ce moment-là, vous lui demandez de continuer, est-ce que vous voulez un livre, un ouvrage, un tableau, etc. Et donc on va vous proposer tout ça, même des tableaux de maître. Pourquoi? Parce que, prenez par exemple le cas de Picasso, tous les tableaux de Picasso ont été donc décryptés par les algorithmes. On sait, c'est-à-dire dans le cadre de l'intelligence artificielle, si vous voulez le demander si Picasso aurait voulu un jour faire un tableau, un dernier tableau, quel en aurait été donc le thème, il vous proposerait exactement le thème que Picasso peut-être à 80-90% sur lequel aurait aimé travailler.
Des applications de vision par ordinateur également qui utilisent donc des capteurs donc pour lire un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fatigue sur le visage, l'anxiété, etc. Et ça se fait également par rapport aux clients, c'est-à-dire aujourd'hui on a suffisamment donc de caméras reliées donc à des terminaux où il y a de l'intelligence artificielle qui permettent de lire un peu le comportement des clients. Est-ce que c'est un client qui hésite parce qu'il a pris un peu le produit mais il a laissé plus d'une minute? Donc à ce moment-là, pourquoi? Est-ce que c'est un problème de poids? Est-ce que c'est un problème de packaging, etc., etc. Donc c'est également largement très utilisé en communication, en distribution, en publicité également. Et on a bien sûr robotique. La robotique, vous savez tous, c'est un peu le domaine par lequel dans l'entreprise on a commencé à faire ou à exercer de l'intelligence artificielle. L'industrie automobile, par exemple, on a synthétisé tous les mouvements humains et on les a donc décryptés, on les a reproduits sous forme donc de mouvements réalisés par des robots, aussi bien pour souder, pour la peinture, etc., etc. Alors, dans l'entreprise maintenant, en action, que fait, ou plutôt que peut faire l'intelligence artificielle? Alors d'abord dans la santé. Madame Mensoud peut vous dire plus que moi sur ce domaine-là. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle permet d'établir des relations entre les diagnostics, des protocoles de traitement et des résultats donc des patients. C'est-à-dire, c'est très utilisé aujourd'hui dans le cadre donc d'une stratégie donc, de santé publique, par exemple, si on peut l'intégrer dans ce cadre-là bien précis, on aurait, en tout cas, on permettrait en tout cas de faire un gain de temps énorme par rapport donc au suivi donc des cas donc relevés, des cas de santé bien sûr, et de pouvoir bien sûr par la suite faire ou réaliser ce qu'on appelle une optimisation donc également du personnel pour la prise en charge donc, des patients, etc. En France, par exemple, je vous donne cet exemple, lorsqu'il y avait donc la pandémie du Covid-19, l'intelligence artificielle a permis les tout derniers mois de 2020 de résoudre un sérieux problème, donc celui donc de la pression que vivaient donc les hôpitaux parce qu'elles ne savaient pas exactement comment répartir les ressources aussi bien humaines, matérielles, etc. sur les différents services, surtout en matière de réanimation. Donc l'intelligence artificielle a permis par la suite de gérer les flux et de proposer donc des méthodes beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces pour gérer donc tous ces flux. Alors dans le secteur bancaire également, énormément utilisé. Aujourd'hui, il y a énormément donc de travail de bancarisation qui se fait par le biais donc du digital. Les techniques sont énormes. Regardez par exemple au niveau des applications qui sont proposées par les différentes banques. On peut ne pas aller à sa banque carrément durant toute l'année. Donc on peut faire tout ce qu'on veut, virement, paiement, mais également demande de carnet de chèques, etc. En plus, il y a d'autres fonctions, donc il y a d'autres tâches liées donc à l'activité donc bancaire qui sont gérées aujourd'hui énormément de manière indépendante par de l'intelligence artificielle. Même dans nos langages, on a l'impression que c'est une personne qui nous parle, mais en fait ce n'est pas un conseiller bancaire, c'est juste une voix, mais une voix à laquelle on a affecté un certain nombre de clients par rapport à leurs besoins. Elle sait comment les intéresser, quelle est l'offre qui pourrait peut-être les intéresser, etc. Dans la production également, énormément d'intelligence artificielle, notamment dans la robotique, mais également par rapport aux workflows qui sont largement diffusés et utilisés. Les imprimantes 3D, aujourd'hui on peut reproduire des pièces de rechange, même si elles n'existent pas, donc à partir, grâce à ce qu'on appelle les imprimantes en 3D, etc. Vous allez me dire comment? Ces imprimantes, justement, elles fonctionnent à base d'algorithmes issus donc d'intelligence artificielle et qui permet bien sûr de reproduire à l'identique donc des pièces de rechange, même des pièces utilisées dans la chirurgie, pour vous dire, c'est-à-dire des prothèses, etc. Donc pour dire quel est l'intérêt de cette intelligence artificielle dans la production. Dans le secteur de la distribution, au détail, également, énormément, donc les EDI, mais également en matière de gestion de logistique, etc.
Alors, bien sûr, à tout cela, il y a des contraintes, parce qu'il ne faudrait pas penser que l'intelligence artificielle ne ramène que du beau et du bon. Et il faut faire attention parce qu'il y a énormément d'aspects éthiques et déontologiques qu'il va falloir évacuer avant peut-être de se lancer dans ce projet important, mais également, je dirais, un peu pour lequel on ne maîtrise pas tous les facteurs. D'abord, il y a une question qui se pose, c'est l'utilisation éthique des données clients, par exemple. C'est important. Aujourd'hui, vous prenez par exemple le cas il y a 3,5 milliards de smartphones qui circulent dans le monde. Chaque smartphone, c'est une base de données. Autant de bases de données privées, vos photos, vos vidéos, vos messages. Donc il faut, à un moment donné, également évacuer cet aspect lié à la déontologie, à ce que nous pouvons faire et quelles limites allons-nous donner donc, à cette intelligence artificielle. La question également des préjugés de l'IA, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle. Il y a énormément de préjugés. Il y a de quoi, parce qu'on a toujours peur, à un moment donné, à ce que cette intelligence artificielle vienne un peu prendre le pouvoir sur l'homme. Et ça, c'est un peu la phobie un peu de l'homme par rapport à la machine. Je vous renvoie un peu au cliché du film du monstre de Frankenstein, comment il a été fabriqué par l'homme, et ensuite la peur parce que le monstre allait prendre le dessus sur le créateur. La machine a pris le dessus. Ah ben oui, donc il faut toujours se poser cette question, quelles sont les limites, est-ce qu'il y a ce risque? Et bien sûr, on parle de transparence de l'intelligence artificielle. Est-ce que là les juristes sont mieux placés que moi pour répondre à cette question? Je vais terminer. Et la question également liée à ce qu'on appelle les deepfakes, ce qu'on appelle les hyper-trucages. Aujourd'hui, on peut placer une tête, un président sur le corps, un chanteur rap, et dire voilà, le tel président on l'a filmé en train de faire du rap, etc. Et donc, à ce moment-là, il faut également évacuer tous ces aspects liés donc, à la déontologie, à l'usage que nous voudrions faire de l'intelligence artificielle. Alors, pour conclure, je dirais tout simplement que tout à l'heure, mon ami et mon frère, le professeur Chouba, m'a parlé de technologie de l'information, de la communication, technologie. Donc, la problématique des TIC, telle qu'elle va se poser pour nos entreprises, est la même que la problématique qui va se poser pour nos entreprises en termes d'intelligence artificielle. C'est-à-dire, on n'a pas encore répondu au choix, à l'usage. C'est-à-dire, là, dans les TIC, on est toujours bloqué par ce qu'on appelle les logiques d'acquisition. On a cette boulimie d'acheter. Mais on ne se place jamais dans les logiques de capitalisation. On est beaucoup plus dans le hardware que dans le software. On est beaucoup plus dans l'acquisition. C'est facile, on peut l'acheter, on achète. Mais qu'est-ce que nous allons faire à partir de cet achat? Si on était dans des logiques de capitalisation, on aurait moins d'achats et plus d'innovation. La même chose, donc il faudrait peut-être penser à poser la même question lorsque, à un moment donné, nous allons nous lancer, en tout cas nos entreprises, dans cette question donc, de digitalisation massive ou là d'introduction de l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Donc mon intervention est totalement différente par rapport à l'article que j'ai publié dans le message collectif, parce que moi j'ai travaillé sur la digitalisation des systèmes de santé en Algérie. Donc aujourd'hui c'est prémédité, donc j'ai choisi d'intervenir sur l'impact de l'intelligence économique, non artificielle, sur la responsabilité sociétale ou encore la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, dans un environnement marqué de la globalisation des marchés, la mondialisation de l'économie aussi par la libre circulation des biens et des personnes, ainsi qu'une série de crises financières répétitives. La dernière crise, c'était la crise du Covid. Donc, les entreprises se trouvent confrontées actuellement à plusieurs contraintes pesantes qui s'amplifient davantage par de nouvelles situations imprévisibles et des complications brusques et inopinées. À cet effet, donc, dans cette conjoncture régie par l'instabilité et pilotée par l'incertitude, donc les entreprises avec ces moyens classiques ne pourront plus jamais répondre aux exigences complexes de l'environnement, vu son incapacité à mener des analyses prévisionnistes, même pour un futur très proche.
En conséquence, il est nécessaire d'utiliser un ensemble d'outils, de procédés spécifiques à l'intelligence économique pour avoir la possibilité de traiter cette mutation dynamique du marché. Et moyennant aussi le management, en moyennant du management de la connaissance, donc l'entreprise doit aussi être capable d'exploiter efficacement les informations de sources internes et aussi celles issues de l'environnement dans laquelle elle va évoluer. Donc, cette aptitude à combiner, à exploiter cet ensemble d'informations lui offre un avantage pour l'amélioration de sa performance et un privilège compétitif hors pair. Donc, sans omis que les entreprises actuellement s'engagent progressivement dans une transformation RSE, responsabilité sociétale, pouvant aller jusqu'au changement du modèle économique et de chaîne de valeur. L'enjeu de la RSE est de concilier la rentabilité avec des externalités positives, tant sur le plan social que sur le plan environnemental. Bien que cette tâche paraît difficile, pas du même niveau par des activités industrielles que dans le secteur tertiaire, par exemple, cette transformation amorcée est probablement plus conséquente que la transformation numérique dans ces 20 dernières années. Donc, avant de développer notre communication, nous nous sommes posé la question suivante. Est-ce que le patrimoine informationnel de l'entreprise, dans le contexte de l'intelligence économique, impacte favorablement la responsabilité sociétale? Afin d'y répondre justement à cette question, nous nous sommes d'abord penchés sur les deux concepts qui alimentent notre questionnement, à savoir intelligence économique et responsabilité sociétale ou encore responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, même que l'intelligence économique est un sujet d'actualité, son apparition ne date pas d'hier. Donc, les premiers travaux mettant en évidence l'importance de la collecte des informations pour des finalités économiques remontent à des Premières Guerres mondiales, même si que les réalités historiques plus anciennes racontent que la collecte des informations se faisait dans les quais des ports à l'arrivée des marins. Donc, l'ambassadeur de France qui écrit à Henri IV, elle sait tout, dans la Méditerranée de l'Europe, de Philippe II, etc. Donc, j'en passe sur ça. Donc, un peu plus tard, sous le règne de Louis XIV, les envoyés officiels du Royaume de France, de l'Angleterre et de l'Espagne faisaient déjà appel au recueil systématique de l'information économique, de l'information politique, de l'information sociale et stratégique pour informer leurs monarques, non seulement sur l'état des forces de l'ennemi, mais aussi sur l'état de son économie. Donc, à la différence de l'intelligence économique telle qu'on le connaît aujourd'hui, est apparu chez les Japonais qui l'ont systématisé dans les années 70, les Américains ensuite l'ont conceptualisé dans les années 80, grâce notamment à Michel Porter. Donc, une décennie plus tard, et plus précisément dans les années 90, les Français ont commencé à découvrir l'intelligence économique avec la création de la SCIB. Sur le continent africain, donc l'intelligence économique n'a vu le jour que durant les années 2010. Depuis, certains pays africains ont pu développer timidement leur politique dans cette discipline. À titre d'exemple, on trouve le Sénégal et le Maroc, ainsi que l'Algérie. Donc, le Maroc devient de plus en plus une plateforme africaine incontournable depuis 2016 grâce aux assises africaines et francophones de l'intelligence économique qui se tiennent tous les ans à Casablanca. Donc en Algérie, l'intelligence économique est apparue en 2006, donc à son apparition dans le discours officiel du gouvernement algérien. Donc la volonté de la haute autorité algérienne de la mise en place d'une politique de promotion et de développement industriel, dont l'un de ses attributions était l'intelligence économique. Représentée à l'époque par le chef du gouvernement, M. Abdelaziz Belkhadem, en 2008, cette volonté a été concrétisée par le décret exécutif numéro 08-10015 et le décret 08-10116 qui annonçait la création de la Direction générale de l'intelligence économique, des études et de la prospective. Donc, dans cet élan, cette direction existe jusqu'à présent. Elle est pilotée actuellement par le ministère de l'Industrie et ils avaient fait la semaine passée déjà des assises sur l'intelligence économique.
Dans un autre panorama fusionnel avec l'intelligence économique, la responsabilité sociétale ou encore sociale des entreprises permet de conjuguer performance économique, performance sociale et performance environnementale. C'est une démarche accessible à toutes les entreprises, quel que soit leur statut, leur taille et leur secteur d'activité. Donc la responsabilité sociétale des entreprises est définie par la Commission européenne comme étant l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leur activité commerciale et leurs relations avec les parties prenantes. Donc l'entreprise qui déploie une démarche RSE va donc chercher à développer des pratiques plus éthiques et plus durables dans son mode de fonctionnement de façon à contribuer aux enjeux de développement durable. La RSE est une source de nombreux bénéfices pour l'entreprise. Elle permet d'abord de mettre en place une vision stratégique, partagée, et constitue un vecteur d'engagement et de fidélisation des collaborateurs. Elle est également un outil pour se différencier commercialement, améliorer son image et sa réputation, et réaliser des gains de productivité ainsi que gagner en compétitivité. Donc une démarche RSE implique de mettre en place des actions et des outils spécifiques qui touchent tous les volets de l'activité de l'entreprise et qui comportent des enjeux économiques, sociaux, environnementaux, mais aussi liés à la gouvernance et aux parties prenantes. Donc désormais, peut-on parler de la relation RSE, intelligence économique? RSE et intelligence économique doivent actuellement cohabiter au sein de l'entreprise d'aujourd'hui et aussi au sein de l'entreprise du futur. Pourquoi? Parce que, ils apparaissent comme étant des outils complémentaires qui aident les entreprises à être plus proches de leur environnement en canalisant les différentes attitudes et aussi pour pouvoir cerner la difficulté de l'environnement. Afin d'enregistrer une meilleure performance, donc les entreprises qui veulent développer cette démarche RSE dans une vision gagnant-gagnant ont besoin impérativement de l'information, à la fois interne qu'externe, d'où le déploiement d'un programme d'intelligence économique, qui demeure un impératif à la fin pour la réussite de cette démarche. Donc les entreprises doivent impérativement instaurer un programme de conduite de changement et aussi de s'adapter à ces changements. Et je vous remercie. Je souhaiterais mettre un petit parallèle avec digitalisation, informatisation. En fait, l'informatisation, c'est un petit peu la mère patrie de la numérisation, qui est la dématérialisation du format papier, donc en gros le stockage. Et la digitalisation, c'est un petit peu le stade d'évolution naturelle de l'applicatif, donc de l'application de la numérisation dans les actions de l'entreprise ou de l'établissement. Donc c'est un petit peu l'évolution naturelle. Bon. Là on est au balbutiement de l'intelligence artificielle, mais cependant, comme la thématique c'est un petit peu l'intelligence artificielle, les applications de l'informatisation, numérisation, en fait tout repose sur l'information. Celui qui détient l'information, il détient la puissance. Celui qui détient l'information, il détient la possibilité de concurrencer. Et celui qui détient l'information, c'est quelqu'un qui a toujours une longueur d'avance. Bon. Maintenant, si on venait à schématiser un dessin parallèle, on reviendra à dire que avoir une longueur d'avance, c'est d'abord pouvoir intervenir en temps réel et au moment opportun. C'est ce qui fait un petit peu la différence. Bien, donc c'était un début. Alors, j'ai une clé USB, mais pour ne pas m'étaler, donc j'irai directement dans l'état des lieux, vers l'état des lieux de la législation douane. Bon. Vous me direz pourquoi la douane, et ça sera, mon intervention ne sera pas classique, c'est-à-dire c'est beaucoup plus une approche empirique, avec des chiffres, avec une analyse critique de l'existant, et puis donc dans la perspective un petit peu d'arranger. C'est ça le propre un petit peu de la recherche, et donc le propre de l'innovation. Alors, pour ce qui est justement pour relever un élément essentiel, l'administration des douanes a été le pionnier de l'informatisation en Algérie. En 1994,
l'administration des douanes était déjà informatisée. Donc à la faveur des réformes engagées donc, par le gouvernement de l'époque, bon, je dirais entre parenthèses sur l'impulsion du FMI de l'époque, je passe sur de l'époque, et donc il y avait donc nécessité de faire ce gap-là dans l'établissement douanier, qui voulait qu'avant, la douane était juste un outil donc, de collecte des statistiques. C'était à l'époque de la monopolisation, enfin, du monopole du commerce extérieur, la douane faisait office de figurant, elle n'avait pratiquement aucun rôle, c'était juste une administration qui collectait de la statistique. Bon, il n'y avait pas forcément intérêt à traficoter. Pourquoi? Parce que c'était l'État qui importait, c'était l'État qui exportait. Le privé n'avait pas légion et donc n'avait pas droit de citer. À la faveur des réformes, il y a eu forcément ce gap, donc il fallait faire face au nouveau flux, au nouvel afflux un petit peu des utilisateurs, donc privés entre autres. Donc il fallait trouver une solution pour être à la hauteur donc, de cette intervention, de ce qu'on attend de la douane. Donc il fallait recruter, former, parce qu'on devait faire face à des opérateurs privés qui, eux, sont mieux en fonction de leurs intérêts, en fonction de leurs intérêts. Donc l'idée de la fraude était là. D'où la nécessité un petit peu de contrôler. Bien, contrôler exigeait également qu'il y avait une concentration de données pour permettre à l'administration de douane et aux enquêteurs, aux contrôleurs en général, donc d'intervenir en temps voulu et donc pour les administrations. Alors, l'état des lieux d'administration, donc il y avait, c'était la pionnière, c'était en 1994, selon un système qu'on appelait le SIGAD, le système informatique de gestion automatisée des douanes. Donc, à la fois, il faisait office donc, de service pour le dédouanement, mais aussi de contrôle, mais aussi donc, de la collecte des statistiques, parce que c'était un petit peu par excellence le vecteur de transmission des statistiques qui devait donc parvenir au gouvernement pour lui permettre un petit peu de prendre les décisions qu'il faut, et en temps voulu, forcément, et donc orienter son action. Alors, il y avait également le CNIS. Le CNIS, c'était en parallèle, c'est le Centre national d'informatique et des statistiques. C'est à ce centre-là, donc en celui-là, qu'on a conféré l'attribution, si vous voulez, la mission donc de collecter les statistiques, d'en faire une analyse, et pour l'occasion, il a été fait avec des Algériens pour des Algériens. C'était 100% made in Algérie. Malheureusement, on n'a plus ces compétences. Là, parce qu'on est obligé de faire appel à des compétences étrangères. Bon, peut-être forcément plus avancées, forcément autrement, on n'aurait pas eu recours à ces compétences. Il n'empêche que nous avons beaucoup de cadres qui sont à l'étranger, qui sont partis, donc, sans crier gare. Bien. Alors, par contre, en revanche, l'obsolescence de ce système, après pratiquement de 2014 à 2024, on est pratiquement à 30 ans d'intervalle, il a montré ses limites. Parce qu'on avait relevé au passage qu'il y avait une résilience du réseau mafieux au changement et à la transition numérique, justement. Le problème se pose tout simplement parce que le numérique, l'informatisation, permet un contrôle plus opérant. Et donc, si on se place de l'autre côté du contrôleur, on va faire un petit peu échec à tout. D'où, entre guillemets, je ne fais pas de la politique, loin de là, mais on a appelé ça, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais je parle d'une criminalité organisée, tout simplement. Cette criminalité organisée, elle a été, donc, quelque part, protégée, si vous voulez, par des groupes de pression. Les groupes de soins disposant donc de l'argent voulu. Récemment, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez relevé les infos, quelqu'un a retrouvé 2000 milliards de centimes thésaurisés chez quelqu'un. Il se trouve que ce bonhomme, je connais, qui a peut-être le quintuple, enfin, je ne sais pas, 10 fois plus que ce qu'ils en sont retrouvés. C'est quelqu'un de TBSA. Alors, la masse monétaire, comme je suis un petit peu... la masse monétaire qui est en circulation, les frontières Est, elle est plus que faramineuse, même selon même les dires du feu Gaïd Salah, les chefs là-bas, des sommes
Et croyez-moi, il y a des responsables, de hauts responsables qui descendent de l'argent, je n'irai pas plus loin. Donc, il y a eu une résilience au changement. C'est pour ça qu'on avait engagé l'idée de revoir un petit peu les bases de ce problème, de cette limite informatique au niveau de la douane, depuis une dizaine d'années, mais il y a toujours cette espèce de résistance, de résilience des uns et des autres qui font qu'il y a toujours un report donc, de cette échéance. La dernière, c'était un report naturel, c'était à cause du Covid. On a fait appel aux Coréens du Sud, qui sont très développés en la matière, donc dans l'intelligence artificielle, mais aussi dans les systèmes les data, donc de la douane. Et donc, pour l'établissement, pour l'élaboration d'un système informatisé, système d'information, nouveau système d'information en douane, qui a été bloqué en 2019 à cause du Covid, mais qui reprend un petit peu, et normalement il vient de décliner le mois sur une échelle graduelle de 1 an. Les premiers modules sont en train d'installer sur les 3 directions régionales, à savoir Annaba, Alger Est, enfin Alger extérieur, l'aéroport et les divisions terreaux, le port d'Alger et les divisions terreaux, et donc la direction de Annaba dans les postes frontaliers, à savoir le Lyon et Omtboul. Alors, l'administration a fait appel donc aux Coréens du Sud pour élaborer le système. Alors, la numérisation et donc la digitalisation doit reposer sur les données fiables recueillies lors de la pratique douanière. Et c'est ça justement l'essence de mon intervention. On avait parlé pour citer professeur Méliani, avec la machine à la délimite derrière quoi? Derrière la machine, il y a une personne. Donc forcément, si cette personne-là manifeste la volonté donc de faire les choses dans l'ordre, eh ben, nous retrouverons quelque part le produit de cette intervention quelque part. Donc de manière à la mesure des attentes. Par contre, si cette personne qui est derrière, qui a le pouvoir de décision, ne veut pas que ça aille au-delà d'un certain seuil, et bien finalement, c'est comme on n'était pas sorti de l'auberge, quelque part. Alors, là je parle de l'information en douane, parce que l'information remonte. L'intérêt de la douane par rapport au gouvernement et par rapport à l'économie, donc la consensus, c'est elle, on a une économie introvertie. Et donc, toutes les données donc, de l'économie internationale pratiquement viennent de l'étranger. Nos importations viennent pratiquement de l'étranger. Et donc, la collecte de l'information, il faut qu'elle soit fiable pour pouvoir permettre à l'administration des douanes de collecter la bonne information au bon endroit et aux bons décideurs pour pouvoir un petit peu orienter l'action du gouvernement par la suite. Ouhadi, je ne parle pas comme ça. On a eu un cas où il y a des bateaux de sucre roux. Le sucre roux, il est soumis à une fiscalité amoindrie, enfin réduite. Alors du coup, contrairement donc, au sucre cristallisé, qui lui était d'importation française, mais qui marchait mieux façon. Donc, nos chers compatriotes importateurs importaient déclaraient le sucre roux, mais importaient réellement du sucre cristallisé. Et donc, ils se retrouvaient dans le marché une quantité X de sucre cristallisé, alors que réellement, le sucre roux était défiscalisé pour permettre justement un raffinage de ce sucre-là, d'où un petit peu la redondance, un petit peu des effets économiques, à savoir les raffineries, la main-d'œuvre, etc. Et donc, une fiscalité au niveau des impôts. Contrairement à cela, on se retrouve en fin d'année avec une quantité de sucre roux déclarée. Et donc forcément, on attendait un petit peu le retour sur investissement, entre guillemets, de ces raffineries qui devaient donc commercialiser ce sucre-là, avec les déclarations de leur personnel au niveau de la classe, etc. Là. Puis à un moment donné, se retrouver avec des déclarations au niveau des impôts pratiquement vierges. Allez, je ben non, on n'a rien reçu. Mais le sucre roux, là, il s'est pas retrouvé sauf. Une enquête a été faite par la suite, se retrouvé que c'était des fausses déclarations. Voilà l'information, l'intérêt de l'information, c'est les faussés. Si elle est faussée, elle permettra à l'administration d'appliquer une numérisation de la donnée faussée, et donc l'applicatif, donc le disant faussé. Et donc du coup, c'est comme si on fait remarquer le potentiel en termes
le potentiel en termes, et là vous l'avez vécu, le potentiel en termes de moyens dont on disposait, les 200 milliards il y a une dizaine d'années même pas, de réserves de champs, que j'appelle, enfin, que je me permets d'appeler pour mes étudiants, je dis Malgaza. Malgaza va 15 jours, il faut savoir que les réserves de change, c'est une réserve stratégique, ce n'est pas une épargne. L'épargne étant utilisée, donc c'est le report d'une consommation immédiate, report ultérieur. Alors que la réserve stratégique, c'est une réserve qui permet un petit peu aux failles éventuelles de l'économie d'être pratiquement récupérées, rattrapées. Un problème monétaire, une chute de dinar, problème donc structurel, donc alors que là, on recourait systématiquement chaque année les magasins pour combler un petit peu le déficit commercial. Ça, c'est pas une donnée. Et du coup, on ne voyait pas les choses venir. Juste pour vous dire que les visions stratégiques des pays de l'OCDE, c'est entre 15 et 20 ans. Donc elle a prouvé entre 15 et 20 ans. La Chine, c'est 50 ans. Là, on en est encore aux feuilles de route de 3 ans. Et chaque 3 ans, on a une loi de finances complémentaire. Donc c'est... À l'âge, tout repose sur la donnée. Parce qu'on n'a pas de vraies données fiables. À l'âge, derrière ces données erronées, nous avons toujours un lobby qui s'enrichit. Alors, juste au passage, qui peut me dire la masse monétaire qui est en circulation, tout à l'heure on a discuté avec M. Meliani, on ne l'a pas. Alors, le Premier ministre, du temps il était ministre des Finances, il avait avancé le chiffre de 60 milliards. Quand il était au niveau de la Banque centrale, parce que c'est lui qui avait géré un petit peu l'information du transfert des capitaux, il parlait de 80 milliards de dollars. Donc la masse monétaire qui, à la faveur de quantitative easing, les derniers planches à billets de 2017, on a imprimé ce qui devait être imprimé sur les 5 ans, on a imprimé sur 1 an et demi. Donc je vous laisse un petit peu calculer le nombre de billets et le nombre de... Sans compter un certain nombre d'aléas, on nous a des conteneurs en France, du papier monnaie. Alors le papier monnaie là, il est établi avec l'effigie enfin les verrous. Sauf que les verrous Tahina, il y a d'autres verrous, Tahina, ils n'ont pas été faits. Donc il y a eu une impression d'une quantité inconsidérable de billets de 2000 dinars. Vous savez combien coûte l'établissement d'un billet, qui traduit un billet de 2000 dinars, pas le dernier transparent, il coûte 256 dinars. C'est une donnée que nous ne retrouvons pas ailleurs. Et on ne va pas la donner. À l'èche, vous direz l'intelligence artificielle, l'information, la digitalisation, mais il ne faut pas se mentir, il faut toujours être... Parce que l'économie, en fait, soit on est sincère avec l'économie, on l'aura un petit peu en retour. Si on n'est pas sincère, vous aurez en face quelque chose qui soit un petit peu à la mesure pas à la mesure des attentes. Alors, alors malheureusement, on relève donc que ces données sont faussées, tant elles sont le fruit d'une entente entre agents le plus souvent corrompus, les agents du douane, j'entends, comme partout dans la fac, heureusement que j'ai 30 ans pratiquement de douane et 29 ans de fac. La fac mais émotionnelle avec le statut on est encore quelques petites notes mais c'est soft, donc ça à la limite c'est corrigible mais c'est soft. Alors les agents corrompus hindous connaissent les opérateurs économiques qui eux meuvent en fonction de leurs intérêts forcément et bien l'ouverture économique dès 1994 elle a été faite de manière anarchique. Sans fondement purement économique. On avait importé un modèle donc, de gestion économique qu'il nous fallait donc accepter malgré tout. Alors, juste une petite parenthèse pour l'actualité. Je ne sais pas, vous êtes tous au courant que forcément, on n'a plus de relations commerciales avec l'Espagne. Vous le savez. Bon. Donc je me permettrai de dire que les termes d'échange entre l'Algérie et l'Espagne, avant le fameux incident, c'était aux environs de 4 milliards de dollars. Et donc depuis juin 2022, en principe, on n'a aucune relation avec l'Espagne. Et donc forcément, on n'a pas donc, de termes d'échange avec l'Espagne. C'est une donnée commerciale physique qui doit ressortir, les marins de neige, on n'en a pas.
Sauf que chaque semaine, sur l'année dernière, surtout les 6-8 derniers mois, ça s'est comptabilisé, on a eu le bateau, il y aura une moyenne de 250 fourgons semaine. Avec un bateau, on va avoir 2 bateaux, sur l'Espagne uniquement. 250 fourgons semaine, c'est un petit peu 80 conteneurs au moins. Si l'on sait que chaque fourgon, il y aura minimum, quand je dis fourgon, ça peut être une petite voiture, minimum 5 000 euros, c'est 100 millions, donc l'ouest, multiplié par temps, c'est une donnée qui ne ressort pas dans l'économie formelle. Elle ressort dans l'économie informelle. رحت سب التفاح تاع اسبانيا في مدينه كان يدير 60000 نهار بيع اسبانيا بالاخر لقيناه تاعنا في 60000 il est pas bon. تلقى الفرماج je te voulais comme fromage. À l'occasion صرنا un fourgon fait l'équivalent d'1 milliard de centimes en fromage. Ce fourgon خرج sans pour autant payer. Les 200 fourgons ne paient pas de droit de douane. Ils payent la chipa. Ils payent ce qu'on appelle comida. Dans le langage arabe, le comida. Le comida, tout à l'heure, pour reprendre ce mot, l'intelligence artificielle par le chat GPT, vous avez dit que vous lui donnez cochi kharajlek. J'ai posé la comida. Ça veut dire quoi? C'est manger, kada, mais le sens de comida n'est pas le sens approprié dans la douane. La douane utilise comida pour la chipa. Donc c'est les limites un petit peu de l'intelligence artificielle. Donc c'est par illustration. Alors, Hadou, pour vous dire que l'économie informelle, on ne va pas la traiter avec l'intelligence artificielle, parce que derrière l'intelligence artificielle, il y a toujours quelqu'un qui dote, qui fournit l'information, qui contrôle l'information. Et donc à un moment donné, si l'applicatif est erroné, donc son exploitation dans la chaise digitale se trouve donc être biaisée et donc va tout fausser. Donc ça c'est l'inefficience de l'industrialisation en Algérie. C'est un petit peu l'état des lieux en douane. Cette insuffisance ou l'inefficience se décline justement par l'incohérence entre le volume de produits importés déclarés et volume de produits en circulation dans le marché intérieur. Même espèce, les mêmes espèces importantes on ne retrouve pas. Des cartables en cuir, mais il déclare des pochettes en sky. Il paye du 30 et du 19 avec ce qu'on appelle les taxes raliennes, donc ça revient à peu près à 400% plus de droits accumulés, alors que la petite pochette, ils y en plus pour les élèves, les pochettes qui sont défiscalisées pratiquement, et donc du coup on se retrouve avec 1 million de pochettes déclarées, mais 1 million de cartables en cuir, la fin. En termes de valeur, il y a eu une lésion par rapport au trésor, en termes d'espèces tarifaires, une lésion par rapport à la statistique collectée et donc transmise, pour permettre au gouvernement d'agir, et en fait, ça par rapport à l'origine, parce que nous avons des engagements supranationaux avec l'Europe dans le cadre de l'accord d'association, où attention, les produits chinois, mais torlouche. On a retrouvé dans ce sens des produits non chinois, non européens, mais labellisés européens, par une des affaires qu'on avait traitées, où il y a la matière première qui ne paye pas de droit de douane et donc pas de TVA, pas de droit de douane au sens donc au titre de l'accord d'association, et pas de TVA parce que c'est un produit matière première, donc il ne paye pas de TVA. Et bien, on se retrouve, c'est un produit qui provenait d'Argentine, qui est la zone du Mercosur, qui n'a rien à voir avec la zone de libre-échange, Tana, donc avec les Européens, et on se retrouvait en train de déclarer 0 droit de douane pour une marchandise de provenance à problème d'origine. On a eu l'information à titre. En fait, le courant de fraude on l'a eu, mais la recherche on l'avait tout seul. Et donc on a pu accrocher que la marchandise, elle était de provenance autre que l'Union européenne. Donc ça c'est une fraude sur l'origine, comme il y a sur l'espèce, comme il y a sur la valeur. Et donc, je passerai directement. La MIFAC, il y a eu 150 000 déclarations à peu près sur le système, donc le SIGA toujours, 120 000 déclarations de mise à la consommation, parce que le système reprend tout type de déclaration, et il y a eu moins de 5 000 contentieux, sur 150 000 déclarations, moins de 5%. C'est-à-dire que, alors c'est a inondé le marché, mais il y a les contentieux qui sont là. Et bien les contentieux ont été faits de manière complaisante.
c'est-à-dire pour certains collectifs, pour certains hébreux, ce qui est impossible de contentieux. Alors, je repasserai, bon, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Maintenant, rapidement, on a un aspect de la digitalisation et de l'informatisation et de la numérisation qui est très important, qui échappe pratiquement au contrôle, enfin, au contrôle d'un grand vecteur de la douane, à savoir les envois postaux. Les envois postaux, c'est une mine d'or pour les fraudeurs, c'est une mine d'or pour, entre guillemets, les espions, et c'est une mine d'or pour les gens qui font de la revente. Alors, tu téléphones par 10 personnes, donc tu loues 10 personnes, et pour des noms différents. Donc, chaque colis, vous avez 5 téléphones, vous avez 50 téléphones smart par jour. Sur la semaine, vous avez 50 par 7, ça fait 300 et quelques. Et c'est un Pro Max 14 par exemple, et il se retrouve sans droit de douane, parce qu'il ne paie pas de droit de douane. C'est un truc, régime particulier. Et on retrouve avec des drones, des silos avec des caméras, alors que sur le plan sécuritaire, l'MDN interdit ce genre de matériel sensible. Et, parce qu'il y en a tellement, je ne vais pas, parce que j'ai vu, on a des chiffres, juste pour vous dire que sur l'année 2021, il y a eu qu'il y a les paquets postaux, qu'il y a les colis postaux. Les paquets postaux, c'est moins 3 kilos. Et les colis postaux, c'est plus de 5 kilos, 10 kilos. Les paquets postaux uniquement, en provenance de Chine, à la faveur donc, du Covid, Sabana, enfin les calculs, 227 448 paquets postaux, donc à moins de 2 kilos, d'une valeur entre 30 et 100 euros. Et également, en 2022, c'est 231 538. Même chose. Les colis postaux, c'est 77 762 en 21 et 4 445, ils sont près à 5 000. Les dernières années, après à 5 000 en 2023. Alors, qui dit tchouf? Pour les premiers, c'est un peu 12 millions d'euros par an, par le centre de tri. Imagine, Alger, le courant de fraude a fait ce que, pour piloter des courants de fraude, ils ont stabilisé ça au niveau d'Alger. Alger, c'est le frère d'Alger, c'est moi. Alors, juste un mot, je termine. Au vu de tout ça, on a déployé le nouveau système d'information HEDA qui va pallier à ces insuffisances grâce à l'intelligence artificielle et lors de la digitalisation, mais reste encore, la donnée est toujours pertinente et obligatoire. Alors, HEDA, le système, il va graduellement, il a été déployé à partir de cette semaine-là, sur donc, trois directions régionales pilotes, pour enfin s'étaler d'ici la fin de l'année sur tout le territoire national. Merci. Et ben, s'il y a des questions comme ça, parce que je suis passé sur beaucoup de choses, je suis là. Merci. Merci.